d'anticiper en quelque sorte sur le jugement de l'histoire, pour distinguer entre ce qui est l'anecdotique et ce qui a profondément modifié cette physionomie du monde. C'est sans doute parce qu'on l'a pensé possible qu'on a demandé, non pas un journaliste professionnel, mais un historien dont c'est le métier d'essayer d'analyser le contemporain et de s'en saisir pour anticiper sur la suite, de présenter ce qui est un travail d'équipe. C'est en effet ensemble que nous avons essayé de faire un choix dans le foisonnement de l'actualité et de l'information pour dégager ce qui nous paraît le plus fondamental et le plus décisif. Ce choix, il est comme tous les choix. Il est sujet à discussion. Et c'est à vous de décider si ce choix vous paraît conforme. À vrai dire, c'est plutôt l'événement qui décidera. Et si la suite vérifiera si ce que nous avons retenu comme important est bien l'important. Mais je crois pouvoir vous dire que de toute façon, rien de ce que nous avons retenu et qui va vous être présenté n'est insignifiant ni indifférent. Le premier fait que nous avons retenu est le plus général de tous. C'est l'inflation. Générale puisque chacun d'entre nous est affecté par elle dans la hausse des prix. Mais la France n'est pas le seul pays. Aucune économie n'est épargnée par ce phénomène de l'inflation. De surcroît, il s'est déroulé tout au long de l'année. Et il y a de grandes chances que nous le léguions à l'année 1974 et qu'il nous faille vivre avec. Dans son principe, c'est un fait économique, mais ses conséquences sont multiples. Elles intéressent le social, la vie politique. Il importe donc d'en prendre acte. Plus 8% en un an. C'est l'évolution des prix enregistrée par l'indice officiel du coût de la vie. Tout n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. La hausse sur les produits manufacturés dépasse à peine les 4%, avec une quasi-stabilité pour l'électroménager. Les vêtements ont augmenté de 8,5%, les restaurants et cantines de 10,5%, les chaussures de 14%. Quant au panier de la ménagère, ses dépenses quotidiennes d'alimentation, il enregistre une hausse de 11%. Que la hausse des prix pour toute l'année 73 dépassera les 11%. Nous voulons d'abord que cette lutte soit contre l'inflation, mais aussi pour le pouvoir d'achat, et notamment des bas salaires. L'opinion a été mobilisée en décembre. Mais en fait, la lutte contre la hausse des prix s'est poursuivie toute l'année. Le 2 janvier, c'était l'opération réduction des taux de TVA, qui devait entraîner automatiquement les baisses suivantes. 0,47% pour la majorité des produits alimentaires, 7% pour la viande de bœuf et 2,44% pour les produits manufacturés, parmi lesquels les vêtements. Il y a 10 centimes de moins de TVA. Ouais. En réalité, grâce à la baisse de la TVA, l'indice des prix est resté pratiquement stable au cours du premier trimestre. 0% en janvier, 0,3% en février, 0,5% en mars. Mais à partir du deuxième trimestre, nouvelle flambée. 0,7% en avril, 0,9% en mai. Ce mois-là, les honoraires médicaux ont augmenté de 17 à 22%. 0,8% enfin en juin. Après les vacances, cela ne va pas mieux. Les tarifs publics sont bloqués jusqu'à la fin de l'année. Ils n'auront augmenté que de 4,4% en moyenne en 73, les dernières hausses ayant été celles de l'électricité, du gaz et du téléphone en juillet. En décembre toutefois, le gaz et le charbon industriel seront augmentés. Le crédit est rendu une nouvelle fois plus cher avec le 21 septembre, le relèvement du taux d'escompte de la Banque de France porté à 11%, ce qui constitue un record. Le 17 octobre, l'horizon se noircit encore davantage. Les producteurs arabes de pétrole décident de relever de 70% le prix du brut extrait des puits. Et puis une anomalie apparaît. La récolte 73 est excellente, les prix à la production du bœuf ainsi que des fruits et légumes se sont stabilisés et ont même parfois baissé. Les prix de détail, eux, poursuivent allègrement leur ascension. Réaction du ministre de l'économie, le 2 novembre, c'est le plafonnement des marges et la taxation. 5 jours plus tard, les détaillants en fruits et légumes se mettent en grève. Le 15 novembre, c'est l'opération rideau fermé pour l'ensemble du commerce et des restaurants. Le 17 enfin, les détaillants qui ont reçu l'assurance que la taxation serait révisée décident de suspendre leur grève à Rungis. Je vous demanderai
je vous demanderai à ce moment de lever le bras. Pour moi, c'était à peu près comme si Giscard d'Estaing nous avait promis des prunes à la fin de l'année sur les sages, c'est tout. Tout le monde réclamait des mesures générales de lutte contre la hausse des prix. Et puis dès que des mesures, de premières mesures, d'ailleurs évidentes, sont prises, les mêmes, je dis bien les mêmes, vous les connaissez, vous les reconnaissez, critiquent ces mesures. La grève des fruits et légumes est terminée. L'indice des prix d'octobre justifie a posteriori la taxation. Il est catastrophique, 1,1%. Malgré une baisse sur l'alimentation, l'indice de novembre sera à peine meilleur, car les produits pétroliers ont augmenté le 27 octobre. Réunion des ministres européens à Bruxelles. Et le 5 décembre, annonce des nouvelles mesures. Tour de vis supplémentaire au crédit, hausse des intérêts sur les livrets d'épargne, blocage des loyers, coup de frein au train de vie de l'État et relèvement à 43% du premier acompte provisionnel. Mais pourquoi la lutte menée toute l'année contre l'inflation s'est-elle soldée par de si piètres résultats? L'explication tient en 5 points. Tout d'abord, la France n'est pas isolée. L'inflation sévit dans le monde entier. La hausse annuelle atteint 10,3% en Italie, 7,9% aux Pays-Bas, 8,1% en France, 6,6% en Allemagne, 9,9% en Grande-Bretagne. La France a subi la hausse des produits fabriqués à l'étranger, c'est la première explication. La deuxième, c'est la hausse mondiale des prix agricoles et une production bovine insuffisante jusqu'à l'été. La troisième, c'est l'envolée des cours mondiaux des matières premières. Les prix du caoutchouc, du bois, du cacao et de la laine ont plus que doublé. Ceux du coton et du phosphate ont presque triplé. Quatrième cause internationale de l'inflation, la spéculation sur les monnaies jusqu'à la fin de l'été. Avec des rebondissements spectaculaires, fermeture des marchés d'échange, dévaluation de 10% du dollar, réévaluation du mark, flottement de diverses monnaies. Cinquième explication, nationale celle-là, les hausses des salaires auront atteint en moyenne 14% cette année. C'est une conséquence mais aussi une cause de l'inflation. Ces hausses auront majoré les prix de revient et provoqué un accroissement de la demande. En 1973, le niveau de vie des Français s'est amélioré et le plein emploi a été préservé grâce à une forte expansion dans le monde. L'an prochain, la compétition internationale sera rendue plus difficile. Toute augmentation excessive des prix risque de se traduire par une diminution de l'emploi. Pour la politique intérieure française aussi, l'année 1973 devait être une année importante, puisqu'elle ramenait un rendez-vous électoral, celui de l'Assemblée nationale élue en juin 1968 et dont les pouvoirs expiraient. Si les consultations électorales présentent toujours de l'importance, celles-ci tiraient des circonstances une importance plus grande encore, car c'était la première fois depuis le départ du général de Gaulle et sa disparition que les électeurs étaient amenés à se prononcer. Reconduirait-il la majorité sortante, qui survivrait ainsi au départ de celui qui l'avait entraîné au printemps 68, ou la remplacerait-il par une autre? Certaines formations politiques conféraient aussi à ce choix l'importance d'un choix de société, et c'est dire qu'à tous égards, le rendez-vous électoral de mars 1973 présentait une importance assez singulière. On pourrait résumer 1973 par le titre de Bergman, « Cris et chuchotements ». Les cris remplissent le premier trimestre, qui est celui des élections législatives, marqué par l'affrontement de deux grandes coalitions, la majorité sortante et l'Union de la gauche, qui affirment l'une et l'autre leur vocation à gouverner. La majorité est unie dès le premier tour dans le soutien à M. Pompidou. Elle dispose d'un programme, le programme de Provins, autour duquel M. Messmer cherche à mobiliser militants et électeurs. Je puis le dire avec assurance, le changement, c'est nous. Le mouvement, c'est nous. De son côté, la gauche affirme son unité
et mobilise ses partisans autour du programme commun, proclamant sa vocation à gouverner. Nous sommes ici pour gagner les élections. Nous sommes ici pour gouverner. Nous sommes ici pour l'emporter. Coincés entre la gauche et la majorité, les centristes du mouvement réformateur sont condamnés à un rôle secondaire par la bipolarisation qui est la première caractéristique des élections de mars. Le second trait de ces élections, c'est la poussée de la gauche, communiste et surtout socialiste, qui exprime un réel désir de changement, mais même si elle n'a jamais été aussi puissante depuis 1958, la gauche reste minoritaire. Car la dernière leçon des élections, c'est la victoire de la majorité qui soutient M. Pompidou. Pour la 4e fois consécutive, fait unique en France et tout à fait exceptionnelle à l'étranger, la coalition, rassemblée derrière le président de la République, obtient la majorité à l'Assemblée. Et pas seulement à l'Assemblée. Cette majorité, elle a réellement battu dans le pays la coalition de gauche. Au tour décisif, celui qui fait l'élection, la majorité, qui a souvent bénéficié du report des voix centristes, a eu plus de voix que la gauche. M. Pompidou a donc été entendu quand il a opposé, avant le scrutin, tous les autres à la coalition du programme commun. C'est un duel entre d'un côté ce que vous appelez l'union de la gauche et de l'autre tous les autres. Et c'est un duel que la majorité sortante n'a pas cherché. Après les élections, il faut former un gouvernement. On s'attend que le président de la République manifeste sa volonté d'entreprendre des réformes hardies en changeant d'équipe gouvernementale. Or, le nouveau ministère fait plus de place à la continuité qu'au changement. M. Messmer succède à M. Messmer et M. Giscard d'Estaing conserve le portefeuille des Finances. Avec le départ de M. Debré, le cabinet paraît aussi plus soumis à M. Pompidou. Les nouveaux ministres comme M. Jobert ou M. Druon passent pour les hommes de l'Élysée. Cela ne suffit pas à calmer les revendications. Les lycéens s'agitent et les syndicats demandent l'application des promesses de Provins. Mais le gouvernement va finalement traverser sans encombre cette épreuve de force et les cris vont assez vite s'apaiser. On entre alors dans la phase des chuchotements. 3 éléments contribuent à cette baisse de tension. D'abord, le style du gouvernement qui paraît ériger la temporisation en système, comme dans l'affaire Lippe. Ensuite, les rumeurs sur une prétendue maladie du président Pompidou qui sape son autorité que les élections avaient renforcée. Enfin, les crises internationales, au Chili ou au Proche-Orient, en face desquelles le gouvernement français paraît assez effacé, alors que l'opposition, au contraire, y trouve l'occasion de s'affirmer. Personne ne sauvera la liberté en invoquant Prague contre Santiago de Chili, ou le contraire. On n'excuse pas le crime par le crime. Un certain pessimisme résulte de la contradiction entre la mobilisation électorale et la retombée des énergies après les élections. M. Pompidou tente de le dissiper en proposant au Parlement de se réunir en congrès pour réviser la Constitution en ce qui concerne la durée du mandat présidentiel. Il s'agit de ramener cette durée de 7 à 5 ans pour donner plus de nerfs à l'action gouvernementale. Or, les 2 assemblées votent le projet, mais pas à la majorité des 3/5 nécessaires pour éviter un référendum, et M. Pompidou préfère renoncer temporairement à la relance constitutionnelle. Si la relance ne vient pas du président, viendra-t-elle du gouvernement? Les militants et les leaders de l'UDR, réunis à Nantes en novembre, souhaitent manifestement que leur formation, où remonte l'étoile de M. Chaban-Delmas, soit l'aiguillon du gouvernement.